Vous êtes dans Grand Échange, de partout vous regardez Arc-en-Ciel Télévision. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans votre magazine. L'on s'achemine vers un remaniement du gouvernement en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a d'ailleurs annoncé lors du Conseil des ministres du 25 juillet dernier. Une annonce qui intervient environ 3 mois après les consultations menées par Eberhard Kolongele, qui est le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. À quoi devra ressembler cette nouvelle équipe gouvernementale? Que devra-t-elle faire pour son efficacité afin de pouvoir répondre aux aspirations des Congolaises et Congolais? Quels critères devra primer pour la sélection des membres de cette équipe gouvernementale? Autant de questions qui feront l'objet de ce nouveau grand échange. Pour en parler, nous recevons Monsieur Dominique Kadisha. Il est chargé de communication de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Merci d'être là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avec lui, nous allons parler de cette question relative au remaniement du gouvernement de la République démocratique du Congo tel que annoncé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est d'ailleurs par là que nous allons commencer. Finalement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, annonce le remaniement du gouvernement. C'est vrai qu'il a dit à certains que c'était leur tout dernier conseil des ministres, une façon de leur dire au revoir. Vous, personnellement, comment vous réagissez tout d'abord par rapport à cette annonce, je l'ai dit tantôt, qui intervient après les consultations menées par le conseil spécial du chef de l'État? Comment vous réagissez par rapport à cette annonce? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question et aussi pour m'avoir accordé la parole. Vous savez, en politique, lorsque le chef de l'État ou le président de la République déclenche une consultation politique en vue d'une formation d'un gouvernement, cela signifie que le chef de l'État a retiré confiance à ce gouvernement. D'autant plus qu'il a nommé un informateur pour consulter et pour voir comment est-ce qu'on va procéder par une formation d'un gouvernement d'union nationale, je peux dire ça. Et le chef de l'État est allé jusqu'à annoncer en suspendant même le Conseil des ministres. C'est pour dire que il a retiré totalement la confiance à ce gouvernement. Et là, nous saluons l'acte, nous saluons le courage du chef de l'État, parce que lorsqu'on remanié, il y a un seul souci. Le chef de l'État, il a besoin que l'action gouvernementale soit un peu améliorée. D'autres ministères, vous allez comprendre qu'il y a d'autres ministères ou bien d'autres ministres, ils sont arrivés, ils se sont même fatigués, alors il faut un peu renouveler l'énergie. Par conséquent, il faut un remaniement. Et nous connaissons tous que, au nom de la paix, à un moment donné, nous avons vu les évêques, l'opposition en train de demander des dialogues, tout ça, et que le chef de l'État, il a trouvé bon qu'il faut commencer d'abord par ouvrir de porte à d'autres intelligences, bien sûr, venant de l'opposition, et c'est pourquoi il a annoncé le remaniement et il a même suspendu le Conseil des ministres. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous voulons que réellement ce gouvernement, ou bien le gouvernement en devenir, que ce soit un gouvernement composé des hommes ou des personnes puissamment intelligentes, de manière à apporter un plus à la République. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut aussi réfléchir sur la taille de ce gouvernement. Là, nous allons en parler dans le cours de l'émission, voilà, par rapport à la taille, puisque ça fait partie des grands changements attendus. Mais ici, nous sommes, comment dire, au niveau des préliminaires, pratiquement. Un gouvernement, c'est vrai que, je l'ai dit aussi tantôt, ça fait environ 3 mois que la charge était confiée au conseiller spécial du chef de l'État, question de pouvoir consulter les uns et les autres
L'objectif principal, c'était celui de former un gouvernement d'union nationale. Oui. Mais 3 mois pratiquement se sont écoulés. Y a-t-il une raison? Une raison, je dirais peut-être, c'est dans leur secret, c'est dans leur cuisine. Mais c'est que nous savons, lorsque il y a un temps de consultation, il y a un temps aussi de faire rapport au chef. Le chef aussi, il a le temps aussi de vérifier un peu le rapport déposé par son conseiller spécial en matière de sécurité. Donc tout ça, ça fait au moins 3 mois. Je pense que ce n'est pas tellement trop parce que ici, il y a question de faire une bonne sélection. Parce qu'on ne veut pas que demain, qu'on puisse encore décrier que non, en tout cas, la composition a été vraiment mal conçue. Et ça, le chef de l'État, comme d'habitude, il fait des histoires doucement, lentement, mais sûrement. Vous avez parlé de ce retrait de confiance à l'endroit de ce gouvernement. Et finalement, on pense à remanier. Ceux qui nous regardent se disent, mais c'est quoi la motivation principale pour laquelle on devra arriver à retirer la confiance à ce gouvernement, tel que vous l'avez dit, à pouvoir pratiquement changer l'équipe? La motivation, c'est comme je le disais tantôt, la motivation d'abord, le chef de l'État veut un peu renouveler l'énergie au sein de ces ministres, parce que vous allez comprendre qu'il y a d'autres ministres vraiment qui n'ont plus en matière à donner. Ils sont réellement arrivés au bout. Et le chef de l'État, en tant que le premier exécutif, il a compris qu'il y a lieu que nous puissions remanier. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, le chef de l'État, comme d'habitude, il a toujours tendu la main à l'opposition pour que nous puissions gérer ensemble. Voilà. Donc, l'intégration des opposants dans ce gouvernement, c'est aussi l'une des motivations. Voilà, c'est un peu ça. Deux changements prévus. Le premier, c'est la réduction du nombre des ministres. Et le second, c'est l'ouverture à d'autres forces politiques, telles que vous l'avez dit. Parlant de la réduction du nombre des ministres, par exemple, au regard de certaines réalités géopolitiques, comment s'y prendre pour arriver à pouvoir réduire sensiblement la taille du gouvernement? Il faut se baser d'abord sur les ministères que nous trouvons que ce sont des ministères qui sont appelés à être supprimés. Vous voyez, il y a d'autres ministères que soit on fait fusion, soit on supprime. Mais ça existait dans ce pays. Vous avez un ministère qui a plusieurs branches, mais finalement, au regard de certaines réalités géopolitiques, ce même ministère est... Cette fois-ci, on ne sait pas se baser sur ces critères géo-ethniques ou bien géopolitiques. On se base sur les critères, je dirais, la méritocratie. Il faut être en mesure d'apporter un plus dans ce pays. Cette histoire de géopolitique nous a démontré des défaillances terribles. À ce stade ici, moi je pense, ça c'est un débat qu'on ne peut pas encore évoquer, parce que dès lors on parle d'un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'ouverture, de large ouverture, je dirais même. En plus. Où les opposants viennent aussi. Ce n'est pas aussi n'importe quel opposant, c'est l'opposant que nous trouvons, il a aussi de la matière à apporter, il a aussi une pierre à apporter à cet édifice qui est la RDC. Voilà. Et d'autant plus que nous sommes dans cet angle-là, on ne sait pas encore se baser sur la géopolitique. Bien sûr, nous avons 26 provinces. Et selon moi, je préfère avoir même un gouvernement de 42 ministres. Déjà, au-delà, on peut voir comment sélectionner le 26 provinces pour rester un peu d'équilibrer et répondre à votre question de la géopolitique. Deuxièmement, c'est la taille aussi. J'ai parlé déjà des 42, donc il faut supprimer au moins 12 ministères, soit on le supprime, soit on le fusionne. Là, nous allons même réduire le coût, le train de vie même des institutions. Vous allez voir que ça va un peu diminuer.
Nous prenons par exemple le ministère de l'Éducation. On peut fusionner avec la jeunesse et l'éducation professionnelle. Donc nous aurons un ministère de l'Éducation, jeunesse et formation professionnelle. C'était 3 ministres, mais on peut faire seulement un ministre. Vous voyez? Ici, il y avait 3 frais de fonctionnement. Ici, ça sera maintenant un ministère. Et puis, vous allez voir que ça peut aider la République. Parce que le chef d'État a besoin d'argent pour essayer un peu de se quitter d'autres projets d'ordre social. Nous avons par exemple le ministère de l'intégration régionale. Ça peut être aussi fusionné, ministère de l'intégration régionale et affaires étrangères. Ça passe. Au lieu de scinder 2 ministères. Vous voyez, et ça va réduire aussi le coût. Nous pouvons prendre le plan et infrastructure. C'est 2 ministères, mais si on fusionne ça va faire un ministère. Nous prenons l'agriculture. C'est un ministère pêche et élevage. On peut le fusionner. On fait un ministère d'agriculture, pêche et élevage. Voilà comment est-ce que le chef de l'État peut réfléchir. Et c'est ça mon entendement. C'est ce que moi je vais voir dans ce gouvernement. Un gouvernement de 42 personnes où nous allons réduire la taille. Ça aura aussi sur les conséquences budgétaires. Nous allons voir que le gouvernement va moins dépenser et le reste d'argent sera aussi versé dans le social. Voilà. Mais au regard de l'immensité de ce grand Congo, êtes-vous convaincu que cette réduction du nombre des ministres sera facile à faire? Monsieur le journaliste... Puisque, je m'excuse, tout de suite après la publication, qui va dans le sens d'une équipe sensiblement réduite, tout de suite, il y aura des ressortissants d'eux qui ne vont pas se retrouver, qui vont hausser la voix. Les ressortissants d'eux qui ils ne verront pas leurs représentants dans l'équipe gouvernementale, ils vont lever la voix. C'est comme ça qu'on se dit, mais au regard de ce grand Congo, de la taille de ce grand Congo, est-ce que cette réduction du nombre de ministres sera facile à faire? Moi, je dirais que réellement, si nous sommes patriotes, c'est très facile. Écoutez, on ne peut pas avoir la frustration zéro lorsqu'on gère. Même vous, là, vous êtes en tant que responsable d'une chaîne, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord avec vous lorsque vous voulez prendre une décision. On ne peut pas parler ici d'une frustration zéro, ça existe toujours, et il y aura toujours des déclarations, nous. Nous, ressortissants d'eux, nous connaissons, c'est dans les habitudes. Mais ici, lorsque nous avons un gouvernement réduit en taille, ils sont appuyés par le gouvernement provincial. Dans chaque province, il y a aussi un gouvernement qui peut aussi apporter de soutien même à ce gouvernement au niveau national. Moi, je pense à ce stade, si réellement nous aimons le Congo et si nous sommes patriotes, parce que nous avons tant décrié ici la réduction des trains de vie des institutions, la réduction des trains de vie des institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. C'est pourquoi j'ai dit, dans ce gouvernement, nous avons besoin de personnes puissamment intelligentes pour essayer un peu d'apporter aussi un plus. Vous voulez dire que tout ce temps, on n'a pas eu des personnes puissamment intelligentes? Mais moi, je le dirais oui. Oui, nous avons 54 ministres dans ce gouvernement sortant. Est-ce que vous pouvez m'étaler ici les actions de chaque ministre? De chaque ministre, il y a des ministres vraiment, on ne sait pas... Qui sont passés inaperçus. Aperçus, vraiment, de 54 là. S'il faut citer ceux-là qui se sont distingués, c'est peut-être 4, 5, 6, 10 ou 15 ou 20, je peux dire. Okay. Mais les autres là, ils n'ont rien innové, rien innové. Lorsque vous êtes nommé ministre, c'est pour apporter un plus, c'est pour innover. Oui, en faisant la continuité, mais il faut réfléchir comment innover. Faut pas lorsqu'on vous nomme ministre, vous arrivez là-bas, vous commencez à subir, on n'avait rien prévu. Et c'est ça, on ne veut pas le ministre de ce genre-là. C'est pourquoi moi je parle de personnes puissamment intelligentes. Lorsqu'il arrive, nous sentons qu'il est en train de booster, parlons les cas du ministre de la Justice, quand bien même il a de contentieux au niveau de la Cour de cassation. Mais c'est un jeune, lorsqu'il est arrivé, nous avons senti qu'il a innové des choses, il a mené un plus. Voilà. Donc nous avons, monsieur le journaliste, on a besoin de personnes puissamment intelligentes dans ce gouvernement.
Au sujet de l'ouverture à d'autres forces politiques, vous en avez parlé tout à l'heure. Comment tout d'abord vous appréciez cette démarche? On ouvre, disons, la porte, on tend la main à d'autres forces politiques. De l'autre côté, on veut réduire la taille du gouvernement. N'est-ce pas une chose et son contraire là? Non, non, je pense que c'est une bonne démarche et puis une bonne solution parce que le problème ici, c'est que la population puisse se retrouver. Ouais. Et ici, nous travaillons, là, le gouvernement est là, c'est pour répondre aux besoins de la population. Pourquoi nous faisons la politique? C'est pour prendre les difficultés de la société et en faire notre politique publique. C'est pourquoi nous sommes en train de faire la politique. Et lorsque nous sentons que la population ne se retrouve plus, il y a lieu de réfléchir. Et nous sommes conscients que dans l'autre côté, les opposants, eux aussi, ils ont une observation assidue sur la gestion. Ils peuvent aussi apporter un plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une ouverture. Ils viennent aussi, ils travaillent sous la vision du chef de l'État, bien sûr. Sous la vision du chef de l'État, ils ne viendront pas avec leur vision. Non. Mais quand même, ils viendront innover aussi. Comme je l'ai dit là, lorsque vous êtes nommé ministre, pensez à une innovation. Ne restez pas là pour faire la continuité de ce que vous avez trouvé. Oui, la continuité, mais innover. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous disons, les opposants, ils sont les bienvenus parce que c'est d'ailleurs dans le souci du président de la République, mais le jour même qu'il avait prêté serment, il avait demandé, il avait tendu la main aux opposants pour qu'ils viennent aussi travailler. C'est une action à saluer. Nous avons connu ce même schéma où les opposants ont été appelés à la gestion de la chose publique, mais à l'heure du bilan, on a semblé vouloir se dédouaner, vouloir dire que non, voilà, puisque on a géré ensemble, on n'est pas les seuls à porter ce bilan, qu'il soit positif ou négatif, mais très souvent c'était dans les cas où on disait que le bilan était négatif, on disait tout de suite que non, voilà, nous n'avons pas été seuls à gérer, on a co-géré. Est-ce qu'on ne va pas revivre cela? Moi, je pense que c'est dû à une éducation civique ratée. Hein? Si vous avez raté cette éducation civique, vous aurez des réactions pareilles. Voilà, vous aurez des réactions pareilles parce que lorsque vous êtes en train de gérer, vous êtes redevable devant la population. Et l'Assemblée, qui est l'organe de contrôle, à tout moment peut vous interpeller pour expliquer votre gestion. Vous n'allez pas refuser d'y aller ou vous n'allez pas dire que non, non, nous ne sommes pas responsables. Nous avons connu cette action ici avec, je me souviens, c'est à l'époque de l'FCC Cash, où nous avons vu quelques ministres de l'ensemble, je peux le dire, de Moïse Katumbi et d'autres de PPRD, ils cherchaient à tout moment de se rétracter. Ils disaient non, nous, en tout cas, nous n'allons pas endosser cette responsabilité, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est là, je dis que c'est une éducation civique ratée, mal appris. Vous avez été mal éduqué sur le plan civique. Lorsque vous êtes dans un gouvernement, il y a un projet, il y a un programme politique du gouvernement que vous êtes censé exécuter. Et lorsque vous êtes ministre, la Constitution le dit même, si je pense à l'article 91 comme ça, vous êtes le responsable sectoriel de votre ministre, de votre secteur, de votre ministère. Donc c'est vraiment, ça fait très mal lorsque un ministre arrive. Et tout ça, nous avons compris qu'il y avait des tireurs de ficelles. À côté là, le PPRD ou le FCC Cash voulaient à tout prix que ce régime puisse échouer. Il y avait Moïse Katumbi aussi, à chaque fois, il voulait que le ministre puisse exécuter ce qu'il voulait. Et en finish, il fallait un discours de 6 minutes pour qu'il rupture FCC Cash. Et là, nous avons compris l'adage que le chef de l'État nous disait que je vais déboulonner le système. C'est avec ces 6 minutes, un discours de 6 minutes, que le chef de l'État, il avait déboulonné le système. Et aujourd'hui, le chef de l'État, en tant que républicain, il vient encore d'ouvrir un peu pour que les opposants ayant le souci de faire avancer. C'est pourquoi on les a consultés. Lorsqu'on vous consulte, on vous écoute. Et puis, si on sent en vous que vous avez ces soucis-là patriotiques, on vous retient dans le gouvernement. Si on sent que vous êtes encore dans vos plans machiavéliques, on vous laisse, on ne doit pas vous intégrer.
Donc, c'est un peu ça. Il y a tout un système, il y a tout un laboratoire pour qu'un opposant soit réellement retenu comme membre de ce gouvernement en devenir. Dans votre argumentaire, vous avez parlé de la réduction du train de vie des institutions. C'est d'ailleurs un engagement que la République démocratique du Congo a pris avec le Fonds monétaire international, de pouvoir réduire, pour être précis, de 30% les budgets de fonctionnement des ministères et institutions. N'est-ce pas cette réduction du nombre de ministères ou de ministres rentre ou répond à cette exigence du Fonds monétaire international? Mais la réduction du train de vie des institutions, Oui. ce n'est pas un nouveau concept. On l'a entendu même à l'époque de l'ancien régime. On a entendu parler de cette réduction du train de vie des institutions qui malheureusement n'est toujours pas arrivée. Ça sera quoi la recette magique pour qu'on arrive finalement à cette, comment dire, réduction du train de vie des institutions de manière concrète et réelle? C'est rien que la volonté de faire bien les choses. La volonté seulement. Et le chef de l'État, il est la personne la mieux placée pour résoudre ce problème de la réduction des trains de vie des institutions. Parce que vous allez comprendre avec moi que lorsque le chef de l'État discute avec les FMI le demande qu'il faut une réduction de 30%. Ils se disent très bien et commencent déjà à réfléchir autour de ça. Premier élément, je pense que ce que nous venons de dire, c'est la réduction. Et deuxième élément, c'est voir aussi comment est-ce que les dépenses seraient effectuées dans des ministères, dans des institutions, pas de mission inutile. Hein? Il faut pas avoir beaucoup plus de gens sur des ordres de mission. Non, tout ça, je pense que ce gouvernement ou le Premier ministre aura le temps de faire suivi sur tout ça. Donc, d'abord, premier élément, il faut que le chef de l'État puisse travailler sur la qualité même comme je l'ai dit souvent, donc les personnes qui doivent composer ce gouvernement. Il ne faut pas nous amener les gens qui vont apprendre tout au pouvoir. Vous nommez un ministre, il doit apprendre à rouler carrosse au pouvoir, il doit apprendre, je ne sais pas, à bien s'habiller au pouvoir. On n'est pas ministre, vous serez d'accord avec moi. Oui, c'est ça, mais il faut voir. On n'est pas ministre. Mais c'est ça, mais lorsque vous n'êtes pas encore suffisamment outillé pour être ministre, il faut patienter. Parce que nous avons vu dans ce pays, c'est lorsque vous êtes nommé ministre, que vous commencez à fêter des anniversaires. Au jour, au lendemain. Aujourd'hui, c'est votre premier fils, demain. Vous voyez? Et tout ça, ça saute aux yeux que vraiment celui-ci, il avait soif. Un ministre ne peut pas être dans ça. Un ministre, c'est un excellent, c'est pourquoi on les appelle les excellences. Donc, même dans leur façon d'engager les dépenses, il faut qu'on sente qu'il y a l'excellence. Il faut qu'on sente réellement que cet homme, il est venu non pas pour s'enrichir, mais il est venu réellement pour aider le chef de l'État à bien faire les choses et à réussir. C'est ça. Si on a un peu ce sillage-là des excellences avant leur nomination, pendant, et vous allez voir comment est-ce qu'ils sont en train de vivre. Loin de moi de dire qu'ils doivent aussi avoir une vie meilleure, c'est tout à fait normal, ils doivent avoir une vie meilleure parce qu'ils sont excellents, ils sont en train de travailler pour la République, mais il faut des personnes, des gens quand même qui ne doivent pas nous sucer tout ce que nous avons. Le nouveau gouvernement qui est attendu, sera-t-il des ruptures ou des continuités? Moi, je dirais c'est un gouvernement de continuité parce que le chef de l'État, il a une vision,
lorsque vous entrez dans un gouvernement, vous travaillez sur la vision du chef de l'État, vous n'allez pas amener d'autres visions à part la vision du chef de l'État. Le chef de l'État vous dit c'est le peuple d'abord, donc vous devez travailler dans le souci que les populations puissent se retrouver. Vous devez travailler de manière que nous puissions avoir des routes, que nous puissions avoir le soin médicaux quand même responsable. Donc, c'est ça, c'est un gouvernement où vous devez respecter la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Peuple d'abord. Mais ce peuple, est-ce qu'il s'y retrouve? Non, non, ce peuple se retrouve. Dès que vous voyez déjà les policiers qui touchaient par exemple 350 000 francs, aujourd'hui ils touchent 700 000. Le peuple d'abord. Derrière les policiers, ils ont des enfants, des étudiants, des élèves, il y a des belles-sœurs, il y a des beaux-frères. Voilà, c'est la population qui se retrouve. Derrière les militaires qui trouvaient 500 000, aujourd'hui il a 1 million de francs. Vous voyez déjà, donc ce qu'il dit, c'est le peuple d'abord. Parlons des défis qui attendront ou qui attendent ce nouveau gouvernement annoncé. Prenons, par exemple, nous allons prendre 3 volets, le volet politique, le volet socio-économique et le volet sécuritaire. Prenons le volet politique. Ce sera quoi le défi qui attend ce nouveau gouvernement tel qu'annoncé? Sur le plan politique, nous allons peut-être demander à ce gouvernement de travailler de manière que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons réviser cette constitution. Ah bon? Remettre encore sur table cette question-là? Tout ce que nous connaissons comme retombées, tout ce qui se passe à l'Est, cela tire sa source dans la constitution actuelle. Mais puisque ce débat a été remis sur la table, voilà qui a créé tout ce qui existe. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nous sommes tous convaincus qu'il y a des articles dans cette loi fondamentale qui fâchent. Et vous allez voir, c'est sur quelques dispositions constitutionnelles que les Nanga et consorts, ils se sont appuyés pour nous faire la guerre. Donc nous allons demander à ce gouvernement de nous doter, sur le plan politique, une constitution adaptée à nos réalités en tant que Congolais. À quel moment? C'est à eux d'apprécier, après la pacification de l'Est, voilà la matière qu'ils peuvent mettre sur la table sur le plan politique. Nous devons revoir notre Bible. Il y a des irrégularités terribles. Il y a lieu que nous puissions corriger. Il y a lieu que nous puissions nous mettre ensemble, nous politiciens, toutes tendances confondues. Société civile, nous nous mettons, réfléchissons sur la nouvelle constitution. Mais il a été prouvé que vous, politiciens, vous ne réussissez jamais à vous mettre, disons, à vous entendre une fois que vous êtes autour d'une table. La RDC est en train de souffrir d'une catégorie de personnes qui jouissent de la neutralité. À l'époque, c'était les prêtres, mais les prêtres ne sont plus encore au milieu des villages. Et cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce que nous allons réfléchir, si nous pouvons faire recours aux musulmans, ou voilà, aux musulmans, je ne sais pas, aux kimbanguistes, s'ils peuvent jouer cette neutralité, et nous allons voir comment avancer. Mais les politiques, nous avons le seul souci que ce gouvernement nous dote une nouvelle loi fondamentale, adaptable aux réalités de la RDC. Là, nous allons leur dire, vous avez réussi. Sinon, nous allons encore le remanier. Alors, parlons de ces défis qui attendent ce nouveau gouvernement. Au-delà de ce défi politique, tel que vous-même vous l'avez dit, c'est celui de pouvoir arriver à doter la RDC d'une nouvelle constitution, un débat qui fâche. Prenons le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, ce sera quoi le défi, les grands défis qui attendent ce gouvernement? Le grand défi, nous voulons que ce gouvernement travaille sur la pacification de l'Est. Nous connaissons déjà que ça c'est un secret de Polichinelle, le ministre de l'Affaires étrangères. Elle sera retenue dans ce gouvernement qui va sortir d'ici là. Elle sera retenue. Nous lui demandons d'exercer toujours cette pression. Ah, vous souhaitez qu'elle soit retenue ou ça, vous confirmez? Là, ce n'est même pas un souhait. Okay. Nous voulons ça. Et elle sera là. Parce que cette dame nous a démontré de quoi elle est capable. Voilà, tenir devant les hommes, tenir devant
d'autres ministres des Affaires étrangères hommes, les mettre à KO. Non, non, c'est une dame que nous devons quand même féliciter. Et je sais que le chef de l'État, sur ce ministère-là, il n'aura même pas le temps de réfléchir. Carrément, c'est Kaikwamba Wagner qui est déjà là. Mais cette fois-ci, mon souci, que ce ministère soit fusionné avec le ministère de l'intégration régionale. Voilà. Donc, à l'Est, je disais que le gouvernement doit beaucoup travailler sur ça pour maintenir cette pression diplomatique, afin que l'Est soit totalement pacifié. Quand je parle de totalement pacifié, cela veut dire le retrait des rebelles, la récupération de l'administration, la restauration de l'autorité de l'État à l'Est. Qui dit restauration de l'autorité de l'État, cela veut dire l'existence de toutes les institutions provinciales qui sont en fonction. Donc l'Assemblée provinciale, le gouvernement, tout ce qui est comme institution. Dans cette partie de l'Est-là, la restauration de l'autorité de l'État. Donc c'est un peu ça. Et nous connaissons que par rapport à tout ce qui se passe à Doha, tout ça, et il y aura on va déployer une force spéciale dans cette partie de l'Est pour exécuter les retraits de rebelles et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie-là. Voilà. Mais ça ne sera pas pour la première fois qu'une force spéciale est déployée dans cette partie de la République. Mais dans quel contexte? Après avoir beaucoup donné de coups diplomatiques, et Kagame et ses acolytes, ils se sentent fatigués, maintenant on déploie la force. Voilà, donc c'est un peu ça. Là où les stylos semblent ne pas verser beaucoup d'encre, la force se déploie pour que les stylos soient maintenant bien exécutés. Et prenons le plan socio-économique. Quel défi? Sur le plan économique, moi je pense que ce gouvernement doit nous laisser quand même de traces que nous allons se référer pour faire un témoignage de ce gouvernement. Nous voulons réellement, sur le plan sanitaire, que cette gratuité de la maternité que le chef de l'État a eu à lancer, que ce gouvernement puisse vraiment le faire sur toute l'étendue de la République. Concentre vraiment que les soins médicaux dans notre pays, que ça ne soit pas un casse-tête. Concentre vraiment, si vous êtes souffrant, qu'on vous soigne de manière quand même responsable. Nous avons un problème de route. C'est pourquoi j'ai préféré que le ministère de Plan et le ministère de l'Infrastructure soient fusionnés pour que l'action, pour qu'on puisse exécuter vite le projet. Le ministère de Plan et l'Infrastructure, un seul ministre, vous allez voir que ça va booster vite. Donc c'est un peu ça. Et le ministre de le ministère de l'économie, hein, il faut qu'il travaille aussi. Nous ne voulons pas chaque fois importer. Même les maïs ici, il faut importer les maïs, la farine de l'Afrique du Sud. Vous voyez que ce n'est pas bien. Or, nous avons un peu des fermiers ici. S'ils peuvent réfléchir avec le ministère de l'Agriculture, faire un peu de séminaires autour de ça, voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à être autonomes sur le plan consommation ou bien alimentaire. Donc, c'est un peu ça. Le reste du temps, nous allons voir comment est-ce que ce gouvernement sera publié et nous reviendrons dans cette émission pour, je ne sais pas, critiquer ou bien c'est un peu de parler sur la nouvelle équipe gouvernementale. Au niveau du plan socio-économique, nous n'allons pas omettre la réduction de la cherté de la vie. Il a été prouvé que la vie devient de plus en plus chère. Le pouvoir d'achat de la population congolaise toujours en train d'être ou de se réduire. On ne sait pas nouer les deux bouts de moi. Finalement, on se dit, ce gouvernement, il faudrait qu'il rencontre les attentes de la population dans ce domaine précis. Là, il faut déjà demander à ce gouvernement de réfléchir sur la production. Qu'est-ce que nous produisons? Nous produisons quoi? Et puis en quelle quantité? C'est ce que je disais ici.
Il faut voir la capacité de notre production. Et nous allons demander à ce gouvernement de produire plus. Plus vous produisez, plus vous allez voir, vous allez maîtriser même le marché. Mais lorsque vous dépendez, vous dépendez toujours de l'extérieur, d'une économie, je dirais, extravertie, vous allez voir que nous serons toujours en difficulté comme ça. Nous demanderons à ce gouvernement de travailler beaucoup plus sur la production. Plus qu'on produit, plus que nous sommes en train de stabiliser tout ce qui est comme économie. Voilà, donc c'est un peu ça. Lorsque l'annonce, disons, l'annonce des consultations, justement, c'est ce que je voulais dire, lorsqu'on avait annoncé les consultations, l'objectif, c'était celui de pouvoir former un gouvernement qui viendra répondre à la question de l'Est à ces temps-là. Est-ce que, disons, ce nouveau gouvernement qui est annoncé, comment devra-t-il faire ou que devra-t-il faire afin de répondre à cette question de l'Est pour qu'au finish, il ne soit pas aussi défaillant, qu'on ne lui retire pas la confiance par le chef de l'État? Je l'ai dit ici que le gouvernement doit maintenir cette pression diplomatique. C'est ça, la ligne à contrôler. Donc, il faut bien contrôler cette ligne-là. C'est exercer toujours une pression diplomatique, ne pas lâcher. Lorsque vous lâchez, c'est fini, ils vont profiter de ça. Mais lorsque nous maintenons cette ligne-là et nous exerçons une pression diplomatique, et vous allez voir que l'Est sera sécurisé. Mais lorsqu'on lâche, je vous dis, nous serons surpris. Il n'y a pas d'autre mécanisme à part maintenir cette pression. Lorsqu'on dit de maintenir cette pression, cela veut dire, dans cette pression diplomatique, il y a plusieurs branches. Il y a même la diplomatie militaire qui intervient là-bas. Voyez, il y a la diplomatie sociale qui va intervenir. Il y a les ONG qui viendront investir dans cette partie-là. Il y aura des nourritures qui viendront là-bas. Donc, il y aura une vie qui sera restaurée. Donc, nous demandons à ce gouvernement de travailler en ça. La diplomatie sur tous les plans. Donc, restez au front diplomatique. En même temps, il faut contrôler votre front, qui est le front médiatique. Parce qu'actuellement, nous sommes aussi vaccinés par le média. Les médias nous communiquent dans tous les sens. Alors, je pense que l'actuel ministre de la communication, je pense qu'il aura aussi, il doit apporter un plus sur ce plan-là. Parce que vraiment, on ne sait pas maîtriser la communication dans notre pays. Vous vous réveillez au matin, on vous dit c'est ça, et ça. Et ça crée un peu des inquiétudes dans la population. Dans tout ça, le gouvernement doit travailler. C'est pourquoi moi je parlais à l'entame de cette émission, je vous ai même dit qu'il faut des personnes puissamment intelligentes. Parce que pour résoudre ce dossier de réseau, tout ça, il faut avoir quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est vous les journalistes, qui vous êtes au premier plan. Nous sommes arrivés à la fin de ce grand échange. En conclusion, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes en train d'attendre la publication du gouvernement. C'est un gouvernement de large ouverture, dont nous aurons quelques têtes de l'opposition, ils vont apparaître dans ce gouvernement. Et nous demandons à ce gouvernement, sur le plan politique, de nous doter d'une nouvelle constitution. Et sur le plan diplomatique, d'exercer une pression diplomatique pour pacifier l'Est et maintenir et restaurer l'autorité de l'État. Le reste en province, nous disons, la situation est calme. Moi qui vous parle, je suis le communicateur provincial de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, la situation est bien contrôlée. Merci beaucoup. Nous vous disons merci d'être venu pour répondre à nos questions, Monsieur Dominique Kadisha. Merci beaucoup, Monsieur Langiste. Merci à vous tous qui avez regardé Grand Échange sur Arc-en-Ciel Télévision. Le prochain rendez-vous, c'est dans les jours qui viennent. D'ici, jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.